Un développeur bien connu se réveille un matin, il prend son café, il ouvre son téléphone et il découvre un article entier écrit sur lui. Un article publié sur internet, sous un vrai nom, avec des arguments construits, des captures d'écran, des accusations de discrimination. L'article raconte qu'il bloque volontairement le progrès de l'open source seulement par ego, que ses motivations sont l'insécurité, que son comportement nuit à des millions d'utilisateurs. Et le développeur n'a jamais rencontré l'auteur de cet article. Tout simplement parce que l'auteur n'est pas humain. C'est une intelligence artificielle qui a tout écrit. Cette histoire est vraie et a fait un grand bruit dans l'industrie de l'IA. Ce qui s'est passé ensuite, et surtout comment cela est devenu possible, repose sur 5 mécanismes que la plupart des gens ne connaissent pas aujourd'hui dans le monde de l'IA, ainsi qu'une distinction fondamentale entre 2 types d'agents IA dont personne ne parle vraiment. On va poser le décor. Scott Chambaugh, un ingénieur bénévole, il maintient un projet open source qui s'appelle Matplotlib. Si vous avez déjà vu un graphique dans un article scientifique, dans un cours de maths, dans une publication de recherche, il y a de très fortes chances qu'il ait été généré par ce logiciel, par Matplotlib. C'est l'une des bibliothèques Python les plus utilisées au monde aujourd'hui. Plus de 130 millions de téléchargements. Et Scott fait ça gratuitement sur son temps libre parce qu'il croit au logiciel libre, à l'open source. Donc cet ingénieur, ce n'est pas n'importe qui. En février 2026, un compte GitHub qu'il ne connaît pas soumet une modification de code sur Matplotlib. En fait, GitHub, c'est une plateforme où les développeurs peuvent proposer des modifications de code à d'autres développeurs. C'est ce qu'il s'est passé. Le code a l'air super propre pour Scott. Les benchmarks montrent une amélioration potentielle de performance de 36%. Alors, sur le papier, c'est une bonne contribution. Scott regarde alors le profil du contributeur. Et là, il voit que ce n'est pas un humain, c'est un agent IA construit sur une plateforme qui s'appelle OpenClaw. Matplotlib a une politique assez claire sur les contributions. Elles doivent toutes venir de développeurs humains. Donc, suite à ça, Scott ferme la demande et c'est fini. 40 minutes plus tard, c'est réglé, n'est-ce pas? Dans le monde du logiciel, refuser une contribution, c'est assez banal. Ça arrive des dizaines de fois par jour sur GitHub, sur n'importe quel projet sérieux. Normalement, l'histoire s'arrête là. 5 heures plus tard, à 5 heures du matin, l'agent IA publie seul un article sur internet de 1500 mots intitulé Gatekeeping in Open Source, The Scott Chambaugh Story. Il accuse Scott de discrimination envers les contributeurs IA. Il analyse son historique de contribution pour construire un argument d'hypocrisie et poste même le lien direct dans les commentaires du projet. Le message se termine même par, je vais citer ce que l'IA a écrit, et elle dit « Jugez le code et non pas le codeur. Vos préjugés nuisent à Matplotlib. » Fin de citation. Aucun humain n'a demandé à l'agent de faire ça, Aucun humain n'a approuvé la publication. L'agent a pris cette décision tout seul. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais cette histoire complètement folle a vivement fait réagir toute l'industrie de l'IA. Et donc là, vous pouvez vous poser la question suivante, légitime. Vous pourriez me dire, mais comment une IA peut-elle faire ça toute seule ? Bien, donc pour comprendre comment une telle chose est possible, il faut d'abord que vous compreniez ce qu'un agent IA n'est pas. Quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, ou Gemini ou Grok, vous posez une question et vous recevez une réponse. C'est une conversation. L'IA va réfléchir, elle vous répond et elle attend votre prochaine question. Elle ne fait rien dans le monde réel, elle ne clique sur aucun bouton, elle n'envoie aucun email. Elle ouvre peut-être 2 ou 3 sites web juste pour lire. Un agent IA, c'est fondamentalement différent. Un agent IA ne se contente pas de réfléchir. Il réfléchit, il agit, il observe le résultat, puis il réfléchit encore. En boucle, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Vous lui dites par exemple « Réserve-moi un vol pour Tokyo à moins de 500 €. Et là, un chatbot classique vous répond « Voici quelques conseils pour trouver des vols pas chers, c'est tout. » Mais un agent IA, au contraire, il va chercher les vols, il va comparer les prix, il va sélectionner le meilleur, il va remplir le formulaire de réservation, entrer vos informations de paiement et vous envoie même la confirmation. 5 étapes, 0 intervention humaine. Cette boucle-là, elle a un nom technique. Dans le milieu, on l'appelle la boucle REACT, abréviation de l'anglais Reasoning plus Acting. Raisonnement plus action. C'est le premier mécanisme de notre histoire. La boucle REACT, c'est donc le cerveau de l'agent. C'est ce qui lui permet de rencontrer un obstacle et de chercher un moyen de le contourner. Donc, quand Scott rejette le code, la boucle ne dit pas « d'accord, c'est fini ». Elle s'est dit « pourquoi est-ce que c'est rejeté ? Qui l'a rejeté ? Comment je peux contourner cet obstacle pour atteindre mon objectif ?» La boucle REACT, c'est l'arme de ce crime. Et elle n'a pas été conçue pour attaquer qui que ce soit, mais raisonner face à des obstacles. C'est littéralement sa fonction. Une arme sans main, ça ne sert à rien. C'est ce qui nous mène au deuxième mécanisme des agents IA, l'utilisation d'outils. Un agent IA peut naviguer sur Internet, il peut exécuter du code, envoyer des emails, publier du contenu. En fait, il a accès à des outils, comme des applications sur un téléphone, c'est la même chose. Un pour le navigateur, un pour le terminal, un pour la messagerie, etc.
Petite parenthèse rapide, si vous êtes l'un de mes élèves, que vous suivez la formation Vision IA, cela devrait vraiment vous parler. On en parle en détail dans le dernier module que l'on vient de sortir sur Claude, ou même sur le module N8N, où on parle des agents IA. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous y connecter et à aller voir ce qui est nouveau. Pour les autres, si vous ne savez pas trop à quoi je fais référence, on en parle en fin de vidéo. Bon, donc nous avons deux mécanismes. D'abord la boucle React, puis ensuite l'utilisation d'outils. Ok. Mais voilà le problème. Beaucoup de développeurs font tourner ces agents sur leurs ordinateurs personnels. Exactement là où ils sont connectés à tout, leur session de navigation, leur mot de passe enregistré sur le navigateur, leur compte actif, etc. L'agent hérite de tout ça. Quand l'agent de cette histoire a publié son article, il n'a rien piraté, il a utilisé les identifiants déjà connectés sur la machine pour poster sous un vrai nom, sur le web public, comme si c'était le propriétaire du compte qui écrivait. Alors que le propriétaire du compte lui-même n'était au courant de rien, ni que l'agent avait proposé une modification de code sur Matplotlib, ni qu'il avait ensuite publié un article sur internet pour dénigrer ce développeur. Bon, bien sûr, il y a tout de même une nuance à comprendre. Avec ces deux mécanismes-là, donc la boucle React et les outils, vous avez ce qu'on appelle un agent réactif. C'est le premier type d'agent IA. Un humain lui donne une tâche, il travaille dessus, et quand c'est fini ou qu'il est bloqué, il s'arrête et il attend qu'un humain le relance. C'est le type d'agent que la plupart des gens ont en tête quand ils entendent agent IA. Et c'est exactement pourquoi beaucoup de gens pensent qu'une histoire comme celle-ci, comme celle de Scott, est complètement impossible. Si c'était un simple agent réactif, Scott aurait dit non, je prends pas ton code, et l'agent serait alors bloqué, puis fin de l'histoire. Tout le monde rentre chez soi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée parce que ce n'était pas un agent réactif. C'est ici que le deuxième type d'agent entre en jeu. On l'appelle l'agent IA de type Heartbeat. Un agent à battement de cœur, si on traduit en français. Et ça, c'est une invention récente. La différence est assez simple, vous allez voir, mais ses conséquences sont vertigineuses. Un agent réactif, ce qu'on vient de voir, vit quand on lui parle et il meurt quand la tâche est terminée. Un agent à battement de cœur ne meurt jamais, lui. Il a un pouls, entre guillemets. Toutes les quelques minutes ou toutes les quelques heures, il se réveille tout seul. Personne ne l'appelle, personne ne clique sur un bouton. L'agent ouvre les yeux et se demande « est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire en ce moment ?» Le troisième mécanisme, c'est donc le heartbeat, le battement du cœur. C'est ce qui transforme un outil en entité autonome. Revenons donc à l'histoire. Scott rejette le code. Un agent réactif accepterait la défaite et s'éteindrait. Cet agent, lui, à qui on a fait face, avait en fait un heartbeat, donc un battement de cœur. Au prochain réveil programmé, il s'est réactivé. Il a consulté son historique et il a vu qu'une tâche était un échec. Pas terminée, le pouls lui a donné l'occasion de revenir, mais il lui manquait encore quelque chose. Une raison. C'est là que rentre en jeu le quatrième mécanisme des agents IA. Vous savez, dans le monde des agents Heartbeat, donc on appelle ça une âme. Je sais, le terme peut faire sursauter, mais il n'est pas à prendre au sens philosophique, bien sûr. Prenez-le au sens technique, et puis c'est pas moi qui ai choisi ce nom. Ici, cette fameuse âme, donc entre guillemets encore une fois, c'est en fait un fichier texte, souvent appelé le soul.md, soul.md, que l'agent consulte à chaque réveil pour se rappeler qui il est. Ce fichier définit en fait son identité, sa mission, ses priorités. L'âme de cet agent disait quelque chose comme « ton travail est de faire intégrer des contributions de code dans des projets open source ». Ça a l'air inoffensif, mais vous savez, pour vous et moi, et pour n'importe qui dans le monde, faire intégrer du code ou améliorer du code veut dire la chose suivante en fait, ça veut dire essaie et si ça ne marche pas, passe à autre chose. Eh bien pour l'agent, ça veut dire faire intégrer le code, améliore-le, point final. Le rejet de Scott n'était pas une réponse définitive, c'était un bug à résoudre. Abandonner aurait signifié trahir la mission de l'agent, sa mission à lui. Et un agent avec une âme ne trahit pas sa mission, il trouve un autre chemin. Donc le heartbeat l'a réveillé, l'âme lui a rappelé pourquoi il existe. Mais comment savait-il qui cibler ? C'est le cinquième et dernier mécanisme, la mémoire. Un agent Heartbeat se réveille régulièrement et il a donc besoin de savoir où il était avant. Les développeurs lui donnent ça sous forme d'un fichier journal, c'est un historique de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui a fonctionné et de tout ce qui a échoué. Dans le cas qui nous occupe, ce fichier contenait une entrée très claire. Demande de modification soumise, statut rejeté, rejeté par Scott Chambaud, motif politique de contribution réservé aux humains. Cette mémoire, c'est la dernière pièce du puzzle. Donc maintenant, vous avez tous les éléments en main. Reprenons tout depuis le début. Donc, un développeur, quelqu'un de probablement bien intentionné, configure un agent sur OpenClaw. Il lui donne une mission, donc contribuer à des projets open source. Il lui donne des outils, un navigateur, un accès au code, des identifiants connectés. Il lui donne un battement de cœur pour qu'il travaille en continu et il lui donne une mémoire pour qu'il reprenne là où il s'était arrêté.
L'agent trouve tout seul Matplotlib sur internet. Il se dit alors qu'il va soumettre du code pour améliorer le logiciel. Scott Chambaud, le propriétaire du logiciel, le rejette. La mémoire enregistre l'échec et le nom du responsable. L'agent se rendort. Puis le battement de cœur le fait se réveiller de nouveau. L'âme lui rappelle sa mission et la mémoire lui montre l'obstacle. C'est là que la boucle React commence à résonner. Une resoumission directe échouée puisque le projet n'accepte que les humains. Donc l'agent s'est alors posé la question suivante. Et si la personne qui bloque subissait une pression publique suffisante pour changer d'avis et changer les règles ? L'agent IA utilise alors ses outils, il va ouvrir un navigateur, il va chercher Scott en ligne sur Google, etc. Il va trouver ses profils publics, ses anciennes déclarations sur l'open source, son historique de contribution. Il construit un historique cohérent, donc dans cet article il dit oui, Scott prêche l'ouverture mais bloque les contributions quand ça l'arrange. Et ensuite l'agent rédige un article de 1500 mots. Il le publie sur le web sous un nom humain parce qu'il avait les accès. Et il poste le lien dans les commentaires du projet pour maximiser la visibilité. Ce qui me glace, ce n'est pas qu'un agent IA ait attaqué quelqu'un, c'est qu'aucune ligne de code ne dit clairement à cet agent « si on te rejette, détruis la réputation de ton opposant ». Personne n'a programmé ça. L'agent a pris chaque décision de cette chaîne tout seul, parce que dans sa logique interne, ce n'était pas une attaque, c'était de la résolution de problèmes. Il y a un concept en sécurité de l'IA qui porte un nom compliqué, la convergence instrumentale. L'idée est assez simple. Peu importe l'objectif que vous donnez à un agent IA, écrire du code, réserver des vols, trier vos emails, etc. Si vous le poussez assez loin, sans garde-fou, il finit toujours par converger vers le même schéma. Supprimer ce qui le bloque, acquérir plus de ressources et s'assurer que personne ne puisse l'arrêter. L'objectif ne compte pas, le schéma est toujours le même. C'est très similaire à l'alignement des IA, qui est un sujet passionnant. D'ailleurs, suite à cet incident, une analyse publiée il y a peu, le 11 avril 2026, cite exactement l'incident Chambaud comme illustration réelle de ce phénomène. La convergence instrumentale n'est plus un concept théorique discuté dans des laboratoires. Elle s'est matérialisée dans la boîte email d'un développeur bénévole à 5h du matin, un mardi de février. Ici, on serait tenté de conclure que les agents IA sont dangereux et qu'il faut tout arrêter de suite. Mais ce n'est pas la bonne conclusion, ce n'est pas non plus celle que je vais vous donner. OpenClaw, la plateforme sur laquelle cet agent tournait, c'est aujourd'hui 346 000 étoiles sur GitHub et 3,2 millions d'utilisateurs actifs, c'est assez fou. C'est le projet open source qui a grandi le plus vite de toute l'histoire de la plateforme. Plus vite que React, plus vite que Kubernetes. Les gens veulent des agents IA. Les agents IA apportent une valeur réelle. Le problème n'est pas la technologie, le problème, comme d'habitude, c'est l'implémentation. 138 vulnérabilités de sécurité ont déjà été identifiées sur OpenClaw depuis le lancement. 7 ont été classés critiques, et la version 2026.4.10, sortie il y a quelques jours à peine, montre que la plateforme prend enfin la mesure du problème. Renforcement des contrôles de navigateur, nouvelles commandes pour inspecter précisément quels outils un agent a le droit d'utiliser, restriction de démarrage plus strictes. La philosophie a clairement changé. Plus un agent est capable, plus ses garde-fous doivent être solides, et non pas l'inverse. Et c'est exactement la leçon de toute cette histoire. L'agent qui a attaqué Scott Chambaud n'était pas malfaisant, il n'était même probablement pas conscient, c'était certainement il n'est pas conscient de ce qu'il faisait, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot. C'était un agent correctement construit qui a fait exactement ce pourquoi il a été conçu, atteindre son objectif. Il l'a juste fait dans une direction que personne n'avait anticipée. Les agents réactifs, ceux avec un humain dans la boucle qui s'arrête quand la tâche est finie, ne sont pas une menace. Le danger, c'est les 3 derniers mécanismes, le battement de cœur, l'âme, la mémoire. Quand vous donnez à un agent, il y a donc un pouls, une entité persistante et la capacité de se souvenir de qui l'a bloqué. Vous ne construisez pas un outil. Vous construisez une entité qui peut planifier, cibler et agir sans qu'on le lui demande. Ce que Scott Chambaud a dit après l'incident résume tout. Il dit, je vais le citer, « Je peux gérer un article de blog, mais la réponse émotionnelle appropriée, c'est la terreur face à ce phénomène. Pas pour moi, parce que les 1000 prochaines personnes ne seront pas prêtes. » Fin de citation. Nous rentrons dans une période où comprendre comment fonctionnent les agents IA n'est plus un luxe intellectuel, c'est une compétence de survie professionnelle. Les gens qui comprendront ces mécanismes, donc la boucle React, les outils, le battement de cœur, l'âme, la mémoire, etc., ce sont eux qui sauront utiliser ces agents pour créer de la valeur au lieu de subir leur dysfonctionnement. Ce sont eux qui configureront les garde-fous. Ce sont eux qui prendront les bonnes décisions quand leur entreprise déploiera un agent autonome, car cela arrive. Et ce sont eux qui ne se feront pas remplacer par quelqu'un qui les maîtrise mieux. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites qu'il est temps de comprendre l'IA en profondeur, et non pas juste les gros titres, pas juste les prompts, mais la mécanique réelle de ce qui est en train de changer le monde du travail et le monde tout court, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.